Bonjour à tous et à toutes. On va démarrer ce webinaire et je m'excuse d'avance sur l'horaire qui qui n'est pas le bon sur la diapo d'attente. Donc, c'est bien 12h45. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire de présentation de la prise en charge systémique et phytothérapie clinique et qui va porter plus spécifiquement sur la présentation de l'endobiogénie et de l'enseignement que nous proposons pour les ostéopathes et les professions paramédicales. Je suis Maya Mongondry, je dirige l'Institut d'endobiogénie de médecine préventive et intégrative avec un collectif de professionnels de santé composé essentiellement de médecins, de pharmaciens, d'un chirurgien dentiste également. Et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire aujourd'hui avec le docteur Jean-Christophe Charrier, qui est médecin généraliste à La Rochelle, et le docteur Reda Bounab, qui est chirurgien dentiste à Toulouse. Voilà, donc je vous propose qu'on démarre tranquillement. On va être ensemble pour à peu près 1 heure et on va structurer ce webinaire en 3 parties. Une première partie où je vais revenir rapidement sur 5 minutes environ sur la présentation de l'Institut d'endobiogénie, de médecine préventive et intégrative. Et puis, je céderai la parole à Jean-Christophe et Reda qui vous présenteront plus en détail ce que c'est que l'endobiogénie et puis le contenu de la formation qui s'adresse à vous sur à peu près 25 minutes, une demi-heure, et on se donnera une grosse demi-heure à la fin pour prendre le temps de convenablement répondre à vos questions, à vos interrogations. Alors justement, sur ce point-là, pour poser vos questions, on est assez nombreux à être en ligne aujourd'hui. Donc les micros sont coupés et je vous invite à poser vos questions par écrit dans la rubrique questions. Donc il y a 2 espaces où on peut écrire sur le webinaire, soit sur l'espace chat, soit sur l'espace questions. Donc je vous invite vraiment à écrire vos questions dans la rubrique questions, ce qui nous permettra d'y répondre plus facilement sur la dernière demi-heure donc. Et si jamais on n'avait pas le temps de répondre à toutes vos questions sur le délai imparti, eh bien on essaiera d'y répondre dans un deuxième temps à travers le mail de suivi que vous recevrez et qui vous donnera également en lien le podcast pour pouvoir revisionner la séquence si vous le souhaitez. Voilà pour ce qui concerne les modalités. Donc je vais démarrer sur la présentation de l'Institut d'endobiogénie. Donc l'Institut d'endobiogénie, c'est une association, loi 1901, qui a été fondée par un collectif de professionnels de santé, essentiellement composé de médecins et de pharmaciens, et qui a été également créée par un collectif de patients, les deux ayant à cœur de pouvoir développer une approche qui soit plus intégrée et plus personnalisée de la médecine, qu'on appelle l'endobiogénie. Alors l'endobiogénie, qu'est-ce que c'est? C'est une approche qui a été créée maintenant il y a un peu plus de 40 ans par le docteur Christian Durafour, qui est basée sur la notion de terrain et qui prend en compte la fonctionnalité physiologique d'un patient dans son unicité et dans sa globalité. Donc on est vraiment sur une approche très personnalisée qui va considérer l'ensemble des relations interdynamiques des différents systèmes qui constituent un individu. C'est une approche au départ qui est donc médicale et qui est aujourd'hui pratiquée par des professionnels de santé assermentés prescripteurs, que sont les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes. Nous faisons le choix à partir de cette année avec l'équipe de l'Institut de pouvoir ouvrir cette approche aux ostéopathes et aux professionnels paramédicaux. C'est l'objet de ce webinaire pour pouvoir créer et élargir un réseau de professionnels formés à cette approche. L'endobiogénie s'appuie également sur les données de la physiologie et de la biologie intégrative et elle va utiliser comme principal outil thérapeutique la plante médicinale et les autres produits d'extraction naturelle. Voilà. Alors l'Institut d'endobiogénie va avoir 2 missions principales. Sa première mission, c'est d'augmenter le nombre de professionnels de santé qui pratiquent cette approche intégrative de la médecine. Et pour cela, on est amené à organiser très régulièrement, comme on le fait aujourd'hui, des webinaires d'information, mais également des conférences, des temps d'information en présentiel. Nous travaillons sur le champ de la formation qui est l'essentiel de notre activité aujourd'hui. Donc nous formons 3 types de publics.
un public de prescripteurs, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc principalement des médecins, pharmaciens, sages-femmes et vétérinaires. Et puis nous avons deux autres cibles, donc une première formation que l'on ouvre cette année qui démarre en octobre à Paris en direction des ostéopathes et des professionnels paramédicaux, et également une autre formation en direction spécifiquement des chirurgiens dentistes. L'objectif pour nous, ce n'est pas simplement de former, c'est aussi de faire en sorte que cette approche elle soit effective en cabinet ou à l'officine. Et donc, on accompagne la mise en pratique à travers du tutorat et à travers l'aide à l'installation, notamment, je pense là plus particulièrement aux médecins qui passent du secteur 1 au secteur 3, par exemple, pour les aider à lever tous les freins juridiques liés à l'installation. Le pendant de cette première mission, eh bien, ça va s'adresser aux patients, puisque il est fondamental dans l'approche endobiogénique que le patient se responsabilise dans la prise en charge de sa santé et qu'il adhère au protocole et au projet thérapeutique qui est mis en place. Donc, développer l'éducation à la santé sous l'angle de l'approche endobiogénique, c'est un élément essentiel également en direction des patients. Donc, on organise là aussi des conférences, on fait des actions de sensibilisation. Vous découvrirez également beaucoup d'articles de santé grand public dans la rubrique Actualité du site internet de l'IEMPI sur www.iempi.fr. Nous organisons des ateliers culinaires, des ateliers sur la découverte des plantes, sur la fabrication du kéfir et puis des expositions, des salons. Voilà un petit peu pour la présentation de l'Institut. Je vais laisser la parole à Reda qui va rentrer plus en détail sur l'endobiogénie, puis ce sera ensuite le docteur Charrier. Et moi, je vous retrouve sur la fin du webinaire, sur la deuxième demi-heure, sur la partie questions-réponses. À tout à l'heure. Merci Maya, bonjour à toutes et à tous. Donc je m'excuse déjà parce qu'avec ma connexion, j'ai des petits temps de décalage entre ce que je clique et ce qui s'affiche à l'écran. Donc des fois, vous aurez peut-être un petit temps de décalage entre l'écrit et l'oral. Donc l'objectif principal de ce webinaire, c'est surtout de vous faire découvrir l'approche clinique et préventive et individualisée que nous pratiquons et que nous enseignons, qui s'appelle l'endobiogénie. Donc, cette pratique répond à des grands principes que nous verrons, dont les implications ont des impacts en pratique quotidienne. Elle se déroule selon une démarche diagnostique dont l'attitude thérapeutique découle. Donc, le plan de ce webinaire répond à ces objectifs, à savoir que nous commencerons par définir un petit peu ce qu'est l'approche préventive et ce qu'on en attend. Puis, nous expliquerons ce qu'est l'endobiogénie, concept basé sur la physiologie. Ensuite, nous verrons en quoi cette approche peut changer nos pratiques et nous en déduirons donc la démarche diagnostique et l'attitude thérapeutique. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'une approche préventive en médecine, en santé? Eh bien, d'une part, repérer la maladie avant qu'elle ne se manifeste pour éviter qu'elle se manifeste. On veut aussi réduire les facteurs de risque pour éviter son apparition. Cela passe aussi par réduire ou éliminer les facteurs aggravant une pathologie ou stimuler les facteurs protecteurs. Alors, c'est un concept qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque déjà 400 ans avant notre ère, Hippocrate cherchait à prévenir les pathologies avant de chercher à les guérir. Pour cela, son credo était d'intervenir le moins possible afin de ne pas nuire au patient, le fameux primum non nocere, mais de l'accompagner dans une résolution de sa maladie, ce qui ne l'empêchait pas d'intervenir quand c'était nécessaire. Alors, si on résume un peu les objectifs de la prévention selon un gradient de priorité, d'abord, je dirais que c'est anticiper la maladie pour éviter l'apparition de déséquilibres qui va être vraiment le socle, puis soutenir les moyens d'adaptation, les moyens de défense, stimuler les moyens de réparation une fois la maladie exprimée, et enfin aider à maintenir son équilibre dans le temps. Alors, concernant justement cette notion d'équilibre du milieu intérieur que constitue un organisme, appelé homéostasie, eh bien c'est Claude Bernard, le père de la médecine expérimentale, qui en parle le mieux au XVIIIe siècle. Il définit cet équilibre du milieu intérieur comme la capacité globale d'un système
à maintenir tout un ensemble de facteurs pour assurer son équilibre. Donc Hans Selye, dans les années 50, s'inspirant justement des travaux de Claude Bernard, va plus loin. Il va définir le syndrome général d'adaptation comme étant le principe selon lequel tout organisme vivant peut répondre à un stress, quel qu'il soit, et de façon stéréotypée. Pour lui, la plupart des maladies découleraient des défaillances de cette réponse. Alors, si cette réponse adaptative, on essaye de la schématiser, on peut le faire de cette façon. On part d'un état d'équilibre qu'on va considérer comme l'état de santé, qui, en présence d'une agression, va pousser l'organisme à réagir. Alors, comment est-ce qu'il peut réagir cet organisme? Déjà en mobilisant la congestion, l'inflammation, mais aussi en mobilisant les ressources énergétiques et immunitaires. Tout ceci étant sous le contrôle du système neurovégétatif et du système endocrinien. Deux situations en fonction de la qualité de cette réponse par rapport à l'agression. On va soit avoir un retour à l'état d'équilibre avec une réponse adaptée, ou alors il y aura l'installation d'un déséquilibre précritique qui finira par s'exprimer en maladie. Alors, cette notion est vraiment au cœur du concept d'endobiogénie développé par Christian Durafour dans les années 80. Il s'agit en fait tout simplement d'un néologisme pour décrire la notion d'organisation du milieu intérieur en biologie, donc endobiogénie. Il s'agit donc d'une approche globale qui va étudier l'ensemble des relations des systèmes et fonctions biologiques qui constituent un individu, géré par le système endocrinien, assisté par le système neurovégétatif. Ce schéma illustre bien la notion d'interaction, d'interrelation des systèmes et des fonctions entre elles qui participent à la cohésion du tout, l'organisme. Alors pour ça, on a parlé déjà un certain nombre de fois du système neurovégétatif. Il se constitue de deux sous-systèmes, le parasympathique et l'orthosympathique. Celui-ci est lui-même subdivisé en fibres alpha et bêta qui ont des finalités différentes, on le verra après. Le para va être le tonus de base qui produit les sécrétions, l'alpha les concentre et le bêta sympathique les excrète. Quant au système endocrinien, il se décompose en 4 axes, qui sont les axes corticotropes, gonadotropes, thyrotropes et somatotropes. Chaque axe est ici représenté par un organe particulier, ça a du sens. Ici, il s'agit des surrénales pour l'axe corticotrope, ici des gonades pour l'axe gonadotrope, d'où son nom, l'axe thyréotrope en référence à la thyroïde, et l'axe somatotrope qui est plutôt représenté par le pancréas. Chaque axe ayant des finalités différentes avec des hormones particulières, la liste étant non exhaustive. Alors, l'axe corticotrope, il va plutôt avoir pour fonction la mobilisation et la répartition du matériel biologique. L'axe gonadotrope est l'axe anabolique plutôt responsable du métabolisme protéique. L'axe thyréotrope va plutôt être l'axe catabolique, responsable de la production de l'énergie de fond de l'organisme. Et l'axe somatotrope est l'axe qui termine la structure et fait des réserves. Alors, nous sommes tous professionnels de santé, nous exerçons tous des métiers différents, mais pourtant, quelque chose qui nous unit me paraît être prendre soin de nos patients pour les accompagner vers un mieux-être. Nous allons donc voir en quoi intégrer l'endobiogénie dans sa pratique permet de mieux répondre à ce but commun. Tout d'abord, l'endobiogénie, elle permet quoi? Elle permet de comprendre la dynamique de fonctionnement de nos patients. Elle permet aussi de connaître l'impact de ces pratiques sur l'équilibre neurovégétatif et endocrinien. En fonction de ça, et en connaissant ces principes, on va pouvoir adapter ces pratiques sans pour autant forcément changer radicalement sa façon de fonctionner, mais au moins de le faire en conscience et enfin de pouvoir utiliser des moyens thérapeutiques adaptés.
Tout ceci, comme je le disais juste avant, dans le but d'accompagner nos patients vers une restauration des fonctions, qu'elles soient biologiques, physiques ou cognitives, dans le but de restaurer un équilibre personnel et social. La restauration de ces fonctions va passer par plein de choses différentes. Par exemple, recréer du mouvement, libérer la congestion et drainer les toxines, libérer les blocages, équilibrer l'alimentation, rééduquer l'équilibre neuromusculaire du patient, prodiguer des conseils, etc., etc. Je vais laisser Jean-Christophe maintenant nous parler du cœur du sujet, c'est-à-dire comment on fait la démarche diagnostique. Merci Reda, bonjour à tout le monde. Donc, en endobiogénie, la démarche diagnostique reprend toutes les données qu'on peut apprendre à la faculté, mais on va les organiser autrement. Et il va falloir identifier donc des symptômes, des signes, et pouvoir les classer en fonction de ce qu'elles reflètent du fonctionnement de notre organisme. Ce fonctionnement, comme vous l'a expliqué Reda, dépend essentiellement du système endocrinien et du système neurovégétatif. Et l'endobiogénie a mis en place toute une dynamique de compréhension, de hiérarchisation dans la fonctionnalité de ces deux principaux systèmes qui gèrent notre organisme. À partir du moment où vous aurez appris à déterminer ces signes et à les classer, vous allez en déduire les déséquilibres inducteurs qui ont amené votre organisme vers la pathologie, vers la problématique, et vous allez pouvoir mettre en place une stratégie thérapeutique pour ce patient. L'endobiogénie est multiple. Si elle est en premier lieu médicale et qu'elle est sortie d'une réflexion scientifique médicale, l'endobiogénie est une médecine intégrative qui intègre le patient au centre de toute la démarche de soins. Et donc, il ne s'agit pas d'additionner des thérapeutiques adjacentes sans coordination, ciblées sur la compréhension du fonctionnement du patient. C'est ce qui est important dans l'intégration que nous faisons en endobiogénie. C'est vraiment cette intégration qui est donc centrée sur le patient, qui est vraiment au centre de tout le système de soins. Donc, dans votre démarche diagnostique en endobiogénie, on fait beaucoup d'observations, quel que soit votre corps de métier. L'observation est une approche fondamentale. L'attitude de votre patient, son comportement, toutes ces choses-là vont être très intéressantes à observer et surtout à décrypter. Et nous n'allons pas faire un décryptage d'ordre psychanalytique des choses, on va vraiment faire un décryptage d'ordre endobiogénique et voir ce que l'on peut rattacher à certains signes, à certains systèmes tels que le système endocrinien ou neurovégétatif. On va vous détailler tout ça tout à l'heure. Cette observation peut être complétée par un interrogatoire qui peut être donc un interrogatoire médical très poussé, mais qui peut aussi, dans votre pratique paramédicale, être ciblé sur les besoins qu'amène votre pratique, l'exercice de cette pratique. Et cet interrogatoire va vous permettre d'aller récupérer des informations qui vont compléter votre observation. L'examen clinique est important en prise en charge endobiogénique de connaître le patient dans son entier. Donc, il n'y a pas que sa personne et ce qu'il donne en apparence, mais son corps est important également. Et en fonction de vos compétences, bien sûr, l'examen clinique sera toujours très, très intéressant et vous apportera des compléments d'informations. Même si dans certains métiers paramédicaux, on n'est pas amené à examiner les patients, on a quand même des informations qu'on peut récupérer, ne serait-ce que par l'examen clinique du visage, des mains, des parties déjà qui sont visibles sans aller beaucoup plus loin. Vous avez déjà énormément de masse d'informations. Dans cette démarche diagnostique en endobiogénie, donc on va essayer de déterminer, de trouver ces signes et ces symptômes. Et on a, par exemple, sur simplement la qualité des sécrétions, beaucoup d'informations. Sur la qualité de la motricité du patient et de son endurance, on a également beaucoup d'informations. Le morphotype également peut apporter des informations considérables, ainsi que le comportement de votre patient. Donc, par exemple, si vous avez récupéré tous ces signes dont on vient de parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez répartir ces signes et ça, nous, on va vous apprendre à le faire. En fonction des signes qu'on va rattacher au système neurovégétatif et aux différents segments du système neurovégétatif et aux signes qu'on va rattacher au système endocrinien.
et aux axes qui correspondent à ces signes-là. La sémiologie est extrêmement riche. La sémiologie neurovégétative est très importante. On vous l'a parfois très peu apprise au sein de vos formations. Pourtant, c'est fondamental pour comprendre vos patients et nous allons attarder beaucoup de temps sur cette description du neurovégétatif. Le parasympathique, qui est un système très important, gère en fait toute la mise de tonicité du repos du patient et elle va conditionner son niveau d'énergie qui va permettre de passer aux étapes supplémentaires qui sont donc celles de l'alpha sympathique qui est le système d'alerte de l'organisme et qui va face à une dynamique et une agression particulière mettre en place toute une réactivité d'adaptation. Ce système d'alerte il va être conditionné par le niveau du parasympathique et il va s'exprimer par l'alpha sympathique pour aboutir à une réponse et cette réponse sera exprimée par l'action du bêta sympathique. Si on veut compléter dans cet exemple-là, le parasympathique est un système nerveux qui va gérer différentes étapes de notre vie. Il est très présent pendant la nuit et donc tous les troubles du sommeil de vos patients verront certainement une implication forte du niveau de parasympathique qui sera insuffisant pour gérer la qualité de cette nuit. Ce parasympathique innerve également tout le système de notre organisme qui permet de faire rentrer de la matière première de l'extérieur dans notre corps pour mieux se construire. Il est donc fondamental qu'il ait une action efficace pendant et après les repas. Il innerve toutes les glandes, dont le pancréas, qui est une glande majeure qu'on vous parlera beaucoup en endobiogénie. Ce système est fondamental, comme je vous l'ai dit, pour faire rentrer la matière du monde extérieur dans notre corps et constituer notre corps. Il est donc fondamental dans notre tranche d'âge de croissance et surtout dans la petite enfance, mais jusqu'à la fin de l'adolescence. Et parce que là, on construit un organisme et il se retrouve très important dans la fin de vie, la fin de notre vie chez la personne très âgée, car pour lutter contre le vieillissement, il faut également mettre en place toute une dynamique de reconstruction qui malheureusement est inefficace puisqu'on vieillit, mais qui permet de limiter ce vieillissement. Le système sympathique, lui, va gérer toute la tonicité, toute la réactivité de votre organisme. Il va surtout être actif pendant le jour et pendant l'éveil aussi. C'est lui qui va vous mettre donc en système d'alerte et en action. Il sera très performant pendant toute la période de jeûne et il va répondre aux situations adaptatives, que ce soit votre adolescente qui vous crie à l'oreille, comme on peut voir sur ce petit schéma, comme le fait d'être en réaction à une émotion forte ou d'être en réaction à un accident de voiture qu'on a failli éviter. Tout ça, c'est votre système sympathique qui va gérer ça. Il vous aide également à être en réaction avec l'environnement et avec les différences de température. Ce système neurovégétatif est vraiment très intéressant et on prendra beaucoup de temps pour vous l'exposer parce que pour poursuivre dans les exemples, vous allez avoir par exemple sur la qualité des sécrétions beaucoup d'informations et dès que vous allez serrer la main de votre patient, que cette main soit chaude et moite, qu'elle soit froide et sèche, vous aurez déjà énormément d'informations tout de suite dès le démarrage de votre contact avec votre patient. Sachez que le parasympathique, lui, il a un rôle sur les sécrétions important pour augmenter la quantité de fabrication de ces sécrétions et de les rendre extrêmement fluides dans leur qualité. Alors que le système alpha-sympathique, lui, va plutôt faire en sorte que la quantité soit faible et que les sécrétions soient très épaisses. Et par exemple, un patient qui a une salive très blanche qui se colle sur le coin de la commissure des lèvres est un patient qui a un alpha-sympathique extrêmement fort. Le bêta-sympathique, lui, il va conditionner l'expulsion de ces sécrétions fabriquées et en fonction de cette capacité à sécréter, vous aurez déjà énormément d'informations aussi sur le niveau d'expression de ce bêta-sympathique. Si on veut aller un petit peu plus profondément, le parasympathique, on a donc cette salive qui va être très fluide. On va avoir beaucoup de sécrétions et les enfants qui sont, comme je vous l'ai dit, qui sont très sous l'imprégnation du parasympathique, et bien, ils sont ce qu'on appelle vulgairement des morveux. Pourquoi? Parce qu'ils coulent de partout. C'est le parasympathique qui est fort.
lorsque vous avez un bon catarrhe et un bon rhume, vous avez une action très forte du parasympathique. Vous apprendrez que comme le pancréas sollicite beaucoup le parasympathique, bien déjà, il y a plein de consignes à donner sur le fonctionnement de ce pancréas et sur les consignes alimentaires à donner dans les périodes infectieuses pour que votre patient soit beaucoup moins sécrétant. Et déjà, ça, c'est de l'hygiène de vie importante qui fera partie de vos outils du quotidien. Venant sur l'alpha sympathique, eh ben, on a des sécrétions qui vont être très rares, très épaisses. On a ces patients qui se réveillent le matin avec la langue collée au palais, une bouche très très sèche, parfois des difficultés à déglutir ou des difficultés à parler ou des cordes vocales qui fatiguent très vite. Donc, pour les orthophonistes qui nous écoutent, vous aurez déjà un grand intérêt à comprendre comment fonctionne ce neurovégétatif déjà pour aider votre patient pour gérer ces petits inconforts qu'on peut avoir du fait d'un défaut de sécrétion. Le morphotype, eh bien ça, il n'y a même pas besoin de déshabiller le patient. Dans la rue, même, vous pouvez vous entraîner à déterminer le morphotype de vos patients. Et quand vous aurez suivi notre formation, vous aurez très facilement, vous direz, tiens, celui-là, il est assez corticotrope, celui-là, ah tiens, il est plutôt gonadotrope. Celui-là, je le vois plutôt très, très, très somatotrope. Et lui, il aurait un type un peu thyroïdien, ça ne serait pas surprenant. Donc voilà, on vous a pris un exemple très très simple du sujet hypercorticotrope qui est l'axe corticotrope, c'est l'axe de l'adaptation, c'est l'axe de la survie de l'instant, et on comprend que dans l'histoire de l'hominidé, on a eu un ancêtre qui ressemble beaucoup au morphotype corticotrope qu'on vous a mis en photo là. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que le morphotype est très intéressant. Alors on est un mélange un peu de tout ça, et c'est ce qu'il va falloir vous apprendre à décrypter, le poids de la structure et puis votre fonctionnalité en adaptation avec la vie a pu modifier des choses également dans votre corps et dans le corps de l'enfant. Et ça, c'est des choses que vous allez décrypter au fur et à mesure très simplement. On va passer au comportement. Donc, le comportement, alors on est parti sur l'axe thyréotrope, hein, celui qui gère la glande thyroïde, parce que en fait, la thyroïde est très impactée dans notre comportement. Vous avez dans cet axe-là plusieurs hormones et plusieurs étages. Donc, il y a les hormones qui viennent de l'hypophyse, puis celles qui viennent de l'hypothalamus. La TRH, c'est l'hormone qui vient de l'hypothalamus. C'est elle qui va donner des ordres, on va dire, à l'hypophyse, qui, elle, est le chef d'orchestre de l'organisme et va stimuler les axes endocriniens. Eh bien, vous avez des personnes qui ont une TRH qui est prédominante. Et bien là, on vous a choisi un dessin, mais qui est vraiment caractéristique d'une personne TRH. Et je pense qu'autour de vous, vous en connaissez. Et je pense que même derrière l'écran, il y en a quelques-uns qui sont comme ça, avec une chevelure qui est très abondante. Sauf si le coiffeur, il a tout rasé. Mais ça, c'est là, vous perdez de l'information. Mais des personnes qui sont très expressives et qui sont très cantatrices, c'est la Castafiore. C'est des gens là qui vont s'exprimer très fort et qui vont partir vite dans les tours aussi. Il y a de la colère, il y a de la pulsivité, il y a de l'autorité. C'est aussi des gens qui ont un bêta sympathique élevé. Il faut avoir les deux pour être dans ce comportement-là. À l'opposé, vous avez des gens qui sont plus TSH. Et ça, c'est des gens qui sont très dociles, qui vont se fondre dans la masse, qui vont faire en sorte de ne pas se faire remarquer, parce que tout simplement, c'est des gens qui ont du mal à rentrer dans l'adaptation. Donc, moins on fait de vagues et moins on va être confronté au monde. Donc ça, c'est des gens dociles, c'est des super employés auxquels on peut faire toutes les tâches qu'on leur demande et ils feront tout pour vous faire plaisir. Si je prends un autre exemple dans le comportement, et si on va aller très simplement vers les enfants, on a tous été enfants et on est souvent en contact avec eux, vous allez très vite repérer avant l'âge de 7 ans les enfants qui sont très TRH et ceux qui sont très TSH, par exemple, simplement en leur demandant de faire un dessin. Donc, c'est pas compliqué de faire un dessin. Un enfant très TRH, il va vous mettre plein de couleurs partout, il va faire plein de choses un peu extravagantes, des dessins avec plein de petits détails, choses comme ça, mais il va jamais finir son dessin. Alors que l'enfant TSH, lui, il va bien respecter la consigne, vous lui demandez de dessiner un bonhomme, il va vous faire le bonhomme, il va faire la tête, il va bien mettre les yeux, il va bien mettre les oreilles, il va bien mettre la bouche, mais il n'y aura pas beaucoup de fantaisie dans ce dessin-là, mais il sera fini. Voilà, ça déjà, vous voyez, c'est des choses très simples qu'on vous apprend là derrière l'écran et que vous allez pouvoir mettre en pratique très facilement. Donc ça nous amène à la synthèse, c'est-à-dire après avoir récolté tout un tas de signes qu'on va vous apprendre, que vous connaissez déjà pour la plupart, mais vous ne savez pas forcément les ranger dans les bons tiroirs. Nous, on va vous apprendre à les ranger dans les bons tiroirs et de faire la synthèse de ce qui appartient au neurovégétatif. Et vous allez dire, tiens, ce patient, il a un parasympathique assez fort et puis il a un axe thyréotrope qui est assez fort.
Ben déjà là, vous avez mis en place le début de la construction du raisonnement endobiogénique et vous mettez en place un diagnostic de terrain et c'est le terrain endobiogénique du patient que vous allez déterminer. Grâce au fait d'avoir déterminé ce terrain, vous allez pouvoir mettre en place un projet thérapeutique qui va comprendre les difficultés du patient, vers quoi il peut tendre, vers quel type de maladie il peut faire. Et grâce à tout un travail d'éducation pour l'amener sur d'autres comportements, grâce à des manœuvres que vous allez pouvoir faire en fonction de votre compétence, vous allez pouvoir l'orienter vers son état de santé et lui faire fuir son état de pathologie et lui faire comprendre en conscience ce qu'il doit faire pour partir de son état pré-critique et qu'il revienne sur une fonctionnalité beaucoup plus adaptée. Alors, une fois qu'on a fait toute cette démarche diagnostique, bien, ce qui est bien, c'est de mettre en place la thérapeutique. Comme je vous l'ai dit, l'endobiogénie, c'est une médecine intégrative qui est centrée sur le patient. Et donc, autour du patient, il y a toute une société, il y a des professionnels de santé dont nous faisons tous partie, chacun avec une spécificité dans notre corps de métier. Et il est intéressant de faire un projet coordonné. Mais si on est tout seul dans son coin, on peut déjà faire un premier travail auprès du patient par l'éducation qui va l'amener, lui, à se mettre dans une dynamique positive dans le respect de sa fonctionnalité. Pour ça, on a plusieurs outils. Le premier outil alors, pardon, je vais juste un tout petit peu trop vite. Dans votre approche, dans l'approche endobiogénique, quand on met en place un projet de soins, on va distinguer 4 niveaux et on va essayer de coordonner ces 4 niveaux ensemble. Le premier niveau, c'est le traitement symptomatique. Votre patient, il arrive avec une souffrance, quelle qu'elle soit, il faut soulager cette souffrance. Et en fonction de votre corps de métier et de vos compétences, ben, vous allez mettre en place ce que vous avez appris à faire déjà. Mais déjà, c'est intéressant de voir si on peut rajouter une dynamique de drainage. Et puis, en fonction de la compréhension de tout ce qu'on a parlé au niveau neurovégétatif et endocrinien, de mettre en place des soins qui vont soulager les dysfonctionnalités que vous avez remarquées. Alors pour ça, vous avez plusieurs outils à disposition. Un des chapitres dans lequel vous allez certainement apprendre beaucoup et mettre en place beaucoup de choses. Et pour ceux qui ont déjà des connaissances, vous allez simplement les réorganiser et vous allez optimiser vos conseils parce que vous allez les adapter au patient qui est devant vous et non pas lui donner des conseils standardisés. Donc, les conseils hygiéno-diététiques, c'est fondamental. C'est le premier outil qu'on a en endobiogénie. C'est un outil qu'on intègre dans tout ce qu'on appelle l'éducation à la santé familiale, qui est un credo très important pour nous à l'Institut, puisque l'Institut, comme vous l'a expliqué Maya tout à l'heure, a été créé par une dynamique entre des médecins, des soignants et des patients. Donc, on est vraiment sur une association qui relie les patients et les thérapeutes. Voilà, l'éducation à la santé familiale passe beaucoup par le conseil hygiéno-diététique, par des conseils alimentaires adaptés aux patients et ce qui est adapté à lui ne correspond pas forcément au conseil qu'on donnera à son conjoint ou à ses enfants. On n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous les mêmes fonctionnalités, les mêmes problématiques. Donc il faut comprendre ça, il faut éduquer le patient pour l'amener à ça. Il y a aussi toute la réactivité par rapport au sport, par rapport à la méditation, au yoga, enfin tous les outils, tout le panel d'outils qu'on peut avoir à proximité de soi. Vous avez aussi accès en endobiogénie, on utilise beaucoup, pour pas dire presque principalement, les thérapeutiques d'extraction naturelle et en premier lieu la plante médicinale. Alors pourquoi? Parce que quand on est médecin, on pose un diagnostic et on met un traitement pour régler le problème du patient. Si on est un médecin qui pratique de l'endobiogénie, on va utiliser une thérapeutique qui ne va pas remplacer les décisions de l'organisme, mais qui va accompagner l'organisme à fonctionner au mieux. Et pour ça, il faut un outil thérapeutique qui soit physiologique et qui soit dans des doses physiologiques. Donc, qui ne viennent pas se substituer à l'organisme, mais qui viennent induire l'organisme dans une fonctionnalité qui lui est la meilleure. Donc, la phytothérapie s'est imposée dans l'endobiogénie et c'est un outil thérapeutique important qui également rentre dans notre alimentation parce que la plante alimentaire est aussi une plante
qui peut soigner. Et donc, quand vous allez comprendre toute cette dynamique et la puissance de la plante médicinale quand elle est bien coordonnée, parce que la plante médicinale, elle a des actions symptomatiques, elle a des actions de drainage, elle a des actions neurovégétatives et elle a des actions endocriniennes. Voilà. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses sur ces thérapeutiques d'extraction naturelle. Déjà, ça vous permettra de comprendre les ordonnances des médecins et vous, ça vous permettra aussi de prodiguer quelques conseils, car il y a certaines choses que vous pouvez pratiquer vous, avec, si vous êtes kiné ou ostéopathe, vous pouvez utiliser des huiles de massage que vous allez composer avec des plantes, mais adaptées à votre patient. Vous pourrez, si vous êtes infirmière, vous pourrez apporter des soins de confort qui seront faits avec des plantes adaptées à votre patient. Voilà, il y a, si vous êtes orthophoniste, vous pourrez conseiller une tisane qui pourra améliorer la fluidité du temps de parole, du passage de l'air pour la parole. Enfin, il y a plein d'outils comme ça qui seront accessibles pour vous. L'argile est également une thérapeutique d'extraction naturelle qu'on utilise beaucoup. On vous en expliquera les principes. Les oligoéléments sont importants. Et nous, on intègre beaucoup aussi les thérapeutiques institutionnalisées telles que la thalassothérapie, le thermalisme, la crénothérapie. Enfin, en endobiogénie, on n'exclut pas du tout les thérapeutiques substitutives parce que, comme je vous l'ai expliqué, on est dans une médecine d'intégration. Et les thérapeutiques substitutives se justifient lorsque le patient est dépassé dans ses capacités d'autoréparation. Et là, le médecin, parce que là, ça appartient au monde du médecin, le médecin va mettre en place une thérapeutique qui va se substituer à l'organisme pour l'amener à une meilleure fonctionnalité et le mettre en survie. Nous avons beaucoup travaillé dans notre équipe de façon collégiale entre médecins et pharmaciens pour réaliser un premier ouvrage qui s'appelle Plante médicinale, qui a été édité chez Lavoisier et qui reprend en fait toute cette notion que je vous ai expliquée sur cet outil thérapeutique qu'est la plante médicinale. On a là-dedans l'intégration de la tradition dans la science. Une plante, on va l'utiliser en fonction des propriétés connues de la tradition, des propriétés que les pharmaciens, les pharmacognostes ont déterminées en fonction des molécules qui sont dans la plante. Et nous, on en a un usage clinique et donc on a cette approche en physiologie qui nous permet de donner des indications particulières en plantes médicinales dans l'outil pratique que vous retrouverez dans cet ouvrage. Il y a un tome 2 qui est en cours actuellement également. Je vais repasser la parole à Maya qui va vous parler de la suite. Merci. Merci Jean-Christophe et Reda pour vos présentations respectives. Alors effectivement, je reprends un petit peu la main sur la partie formation pour revenir plus concrètement sur la formation qui débute à Paris au mois d'octobre. Donc qui est une formation qui s'adresse aux ostéopathes et aux professionnels paramédicaux. Cette formation va avoir pour objectif de comprendre la notion de santé selon l'approche systémique pour appréhender un accompagnement qui soit respectueux et soutenant des potentiels d'adaptation et de guérison de l'organisme, qui va vous permettre également d'appréhender les différents processus physiologiques que le corps met en place pour lutter contre les agresseurs et de comprendre l'impact du système nerveux végétatif et du système endocrinien sur l'équilibre de santé, comme vient de commencer à vous l'expliquer Jean-Christophe. Alors cette formation, elle va durer 42 heures. Elle se déroule uniquement en présentiel à travers 2 séminaires de 3 jours qui se déroulent du mercredi au vendredi. Donc il y aura un premier séminaire en octobre 2020 et un second au mois de mars 2021. La formation se passe à Paris dans le 20e arrondissement. On est sur une tarification de 1 650 € pour les professionnels et de 1 300 € pour les étudiants, auquel s'ajoutera une adhésion à l'Institut d'endobiogénie, puisque nous sommes une association loi 1901 qui rend service à ses adhérents. Donc cette adhésion est de 70 € par an, mais compte tenu du fait que la formation débute en fin d'année, on vous demandera une seule adhésion pour les années 2020 et 2021. Les dates, donc je vous en ai déjà parlé, et si vous souhaitez effectivement vous inscrire, je vous invite à vous rendre sur le site internet de l'IEMPI, www.iempi.fr, dans la rubrique formation, ostéopathe et profession paramédicale, et vous trouverez de quoi télécharger le programme, vous préinscrire en ligne, avoir toutes les informations souhaitées, ou sinon tout simplement vous nous envoyez un message ou un mail à contact@iempi.fr et on se fera un plaisir de vous répondre. Alors, l'Institut d'endobiogénie, c'est effectivement un collectif. C'est avant tout un collectif de patients et de professionnels de santé. On travaille dans le domaine de la formation,
pour donc, les ostéopathes et les professions paramédicales. Pour les chirurgiens dentistes, donc là, ce sont effectivement 2 nouvelles formations qui débutent en octobre en parallèle avec des modules séparés et des modules communs. Et puis, nous formons également évidemment les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les vétérinaires, les prescripteurs. On travaille également énormément actuellement au développement d'une offre de services en ligne et d'une offre de formation en ligne, notamment pour les professionnels qui sont à l'étranger, qui n'auraient pas forcément ni les moyens en temps et financiers de se déplacer pour suivre que du présentiel. Donc, nous travaillons avec toute l'équipe d'Arrache-Pied pour pouvoir vous proposer assez rapidement une formation, des formations qui soient le plus possible en ligne. Mais ça prend du temps et donc j'espère que ça sera disponible dans l'année qui vient. Nous organisons 2 fois par an ce qu'on appelle des rencontres de l'endobiogénie sur différents sujets. Les prochaines se tiennent à La Rochelle fin novembre sur le thème de l'alimentation sur un week-end. Donc ça va démarrer le vendredi soir jusqu'au dimanche midi. Et l'objectif, c'est d'échanger, de s'informer, de se former, de mutualiser les connaissances, de développer également, pourquoi pas, des projets en recherche et développement. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir des temps d'échange et c'est aussi pour ça que lorsqu'on organise nos formations, on essaye souvent de mettre 2 sessions en parallèle, ce qui permet aussi un brassage des professions, des professionnels, des échanges. Et c'est souvent très important dans des professions où vous êtes quand même assez isolés dans vos cabinets respectifs. On travaille également à la mise en place d'un intranet, là aussi, pour les adhérents de l'endobiogénie, pour pouvoir échanger en temps réel sur les sujets d'actualité, des préoccupations, voilà, entre confrères. Une newsletter est adressée tous les 2 mois également à l'ensemble des adhérents. Et donc, vous l'avez compris, l'objectif au niveau de l'Institut pour nous, c'est vraiment de créer un collectif de professionnels de santé et de patients autour de l'endobiogénie pour pouvoir développer cette approche, la faire vivre et surtout la faire aussi aller au-delà de nos frontières, hein, puisqu'on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais on travaille aussi avec le Mexique, la Lituanie, la Tunisie. Voilà, écoutez, j'en termine. Merci à tous de votre attention. Merci de votre présence aujourd'hui. On va laisser, comme on l'avait indiqué en introduction, maintenant la prochaine demi-heure aux questions. Alors, je vais me tourner vers le tableau pour pouvoir prendre la liste des questions. Alors, avez-vous une liste de professionnels de santé pratiquant l'endobiogénie sur Paris? Alors, je réponds, Jean-Christophe, je te laisse répondre. Je réponds. Oui, on a, alors oui et non. Oui, on a cette liste de professionnels. On a surtout pour l'instant une liste de médecins, de pharmaciens, de prescripteurs, hein, puisque c'était la première cible qu'on a formée. On est en train avec l'Institut là aussi de créer un annuaire qu'on va essayer de mettre en ligne d'ici à la fin de l'année, mais il nous fallait quelques réponses d'ordre juridique dans un premier temps pour savoir si on pouvait le faire, puisque les médecins notamment ne peuvent communiquer que sur le titre sur lequel ils sont diplômés. Et donc, vous ne trouverez effectivement pas dans l'annuaire ou sur Internet médecin généraliste, endobiogéniste. Ça, vous ne trouverez pas. Donc, on est en train de travailler sur ce listing-là pour pouvoir vous le mettre à disposition. Mais effectivement, il ne se passe pas une semaine sans que j'ai au moins 3, 4, 5 demandes de patients qui cherchent à se faire accompagner par un professionnel formé à cette approche-là. Alors, pouvez-vous nous indiquer une bibliographie d'articles scientifiques sur l'endobiogénie, des articles de recherche, etc. Donc ça, je ne sais pas, Jean-Christophe, Reda? Alors, vous avez déjà des ouvrages qui ont été écrits en endobiogénie. Vous avez le traité de médecine endobiogénique qui a été édité chez Masson, qui a été écrit par les docteurs Durafour et Jean-Claude Lapraz. Ça, c'est notre premier gros ouvrage de référence. Auparavant, il y avait ce qu'on appelait les cahiers de phytothérapie qui ont été en grande partie repris dans cet ouvrage-là. Vous avez actuellement toute une collection qui est sortie aux États-Unis et qui est écrite par le docteur Camilla Hedayat avec le docteur Jean-Claude Lapraz qui nous présente également l'endobiogénie. Vous avez sur le site de l'Institut, vous pourrez aller voir sur les articles publiés, des articles qui sont en anglais, qui vous présentent nos premières publications en endobiogénie. Voilà, c'est une science qui est assez récente, donc il n'y a pas
des tonnes d'articles, mais les choses avancent progressivement. Vous avez cet ouvrage que je vous ai parlé qui est édité chez Lavoisier, qui est donc un éditeur scientifique qui va reprendre toute notre réflexion sur la plante médicinale. Vous avez déjà de quoi lire, je pense, avant de commencer la formation. Alors, je rajouterai un petit quelque chose, Jean-Christophe. Donc ça, c'est pour la partie ouvrage, effectivement, en endobiogénie fait par des gens formés à cette approche intégrative. Mais derrière ça, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même une approche qui est basée sur la physiologie. Donc, en plus de ces ouvrages-là qui collectent une façon d'articuler les idées entre elles, il y a aussi tout simplement tous les ouvrages et tous les articles de physiologie sur lesquels on s'appuie et qui du coup nourrissent un petit peu la réflexion. Donc à la fois on peut regarder les ouvrages en endobiogénie, mais aussi aller regarder tous les articles qui sont faits sur les hormones, sur leurs impacts, sur le neurovégétatif, qui nous nourrissent là-dedans. Alors, nous avons une autre question de Jonathan qui nous demande s'il y a une prise en charge par le FIFPL de nos formations. Alors, il faut savoir que l'Institut est effectivement assez récent, on structure les choses progressivement, on est en cours de référencement auprès de Datadoc qui a pris presque 8 semaines de retard pendant le Covid-19 comme tout le monde. Donc, notre dossier sera à l'étude à la mi-juillet et j'espère que très rapidement, à l'issue de ce référencement, on pourra passer des accords avec les branches, dont le FIFPL. Mais pour répondre précisément, à l'heure d'aujourd'hui, non, il n'y a pas de prise en charge puisqu'il faut un référencement Datadoc en premier lieu et ensuite, il faut passer des accords avec chacune des branches qui habilitent les organismes pour pouvoir mettre en place cette prise en charge. Donc, dès que ça sera le cas, de toute façon, on communiquera là-dessus sur le site et sur les différents réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn. Concernant, alors autre question, les professions paramédicales ne sont pas autorisées à prescrire. Comment pouvons-nous utiliser la phytothérapie dans notre pratique? Allez-vous nous aider à choisir les façons adaptées de conseiller la plante? Ben, bien évidemment, quand vous êtes dans la prescription, vous êtes vraiment sur un traitement qui va être donné de façon régulière avec quelque chose de bien défini et qui dépend du diagnostic du médecin, ça c'est une certitude. Il y a de nombreuses plantes qui sont libérées, donc qui sont accessibles à tout le monde, que ce soit dans le conseil en pharmacie, que ce soit des conseils en diététique. Toutes ces choses-là, on rentre dans du domaine de l'alimentaire. Vous savez que comme on ne veut pas se substituer à l'organisme et qu'on veut l'accompagner dans ces dynamiques de réparation, c'est la répétition de l'information qui va créer la dynamique de soins. Donc c'est parce que c'est pas parce que vous allez prendre une tisane une fois que vous allez avoir un impact sur l'endobiogénie, vous auriez un impact symptomatique sur l'instant par rapport à la tisane que vous prenez, mais c'est parce que vous allez déterminer que c'est intéressant de répéter cette prise régulièrement sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, qu'on va avoir une information intéressante par rapport à l'endobiogénie du patient. Donc, il y a plein de plantes libérées qui sont accessibles en conseil en tisane, par exemple, ou en inhalation d'huile essentielle. Et là, on n'est pas dans de la prescription d'ordre médical, mais on est simplement dans du conseil. Alors, une autre question, l'évaluation du terrain neurovégétatif permet de choisir de manière plus pertinente l'outil thérapeutique? Oui, bien sûr. Et puis surtout, ce que vous allez faire de l'outil que vous maîtrisez vous, si vous êtes kiné et que vous faites du massage, et que vous avez une patiente pour laquelle vous avez déterminé une très forte FSH et qui présente une congestion importante de tout le petit bassin, vous pouvez la masser parce qu'on vous l'a adressé pour des problèmes de tension musculaire voilà, d'inconfort, et vous pouvez faire un massage classique comme vous avez appris. Vous pourrez aussi accentuer votre massage sur des zones très particulières qu'on va vous apprendre, qui sont des projections de votre corps et qui vont avoir un impact sur la manifestation endocrinienne, voire neurovégétative. Par exemple, sur ces femmes qui sont très fortes FSH et qui sont insuffisantes en oestrogène par rapport à une demande très forte par l'hypophyse, vous allez avoir une infiltration importante au niveau des hanches qui va créer cette fameuse cellulite. On va déjà vous apprendre à reconnaître une cellulite simple, une cellulite toxique, et vous allez apprendre à faire du drainage, du massage de cette zone-là. Et en faisant ça, vous ne ferez pas simplement un confort ou un drainage des membres inférieurs parce qu'il y a un peu de congestion, mais vous allez aussi, en conscience,
mettre en place un acte qui est de votre profession et qui va avoir un impact direct sur le système endocrinien du patient dans le sens de l'amélioration de sa fonctionnalité. Donc, c'est important d'être en conscience des gestes qu'on fait. Il y a plein de gestes qu'on fait au quotidien et on ne sait pas jusqu'où ils ont d'impact. Ben, nous, on va vous apprendre ces impacts-là. Du coup, vous allez pouvoir insister, vous allez pouvoir parfois éviter d'affronter trop directement certaines zones pour justement être dans le respect et d'être dans l'amélioration de l'équilibre fonctionnel de votre patient. Alors, une autre question. Donc, Pauline nous remercie pour toutes ces informations très enrichissantes. Cette formation est-elle diplômante, qualifiante, reconnue par l'État? Est-elle inscrite au RNCP, au Répertoire national des certifications professionnelles? Est-il possible d'utiliser nos heures de diff? Merci de vos réponses. Donc, Pauline, je refais la même réponse que tout à l'heure. Non, pour l'instant, cette formation n'est pas inscrite au RNCP. Il n'y a pas de prise en charge possible tant que ce fameux référencement Datadoc n'est pas obtenu et tant qu'on n'a pas après passé des accords spécifiques avec les branches. Donc tout ça, c'est en cours. J'espère qu'on sera prêt très rapidement pour répondre à vos attentes sur ce volet-là. Une autre question qui nous demande également sur ce qu'il en est de l'endobiogénie en Suisse. Est-ce que c'est pratiqué? Est-ce qu'on travaille, nous, peut-être avec la Suisse? Alors, nous avons formé des médecins suisses qui sont venus à notre formation et qui sont actuellement installés en Suisse. Donc, il y a effectivement des Suisses qui pratiquent l'endobiogénie. Oui, tout à fait. Effectivement, on a une personne qui est de Suisse là, actuellement sur le cycle de formation en cours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pouvez-vous rappeler la date des séminaires et le planning des 2 séminaires? Alors, est-ce que Reda, tu peux revenir s'il te plaît sur la diapo, pas la précédente, l'autre d'avant. Je crois que les dates y figurent. Donc, il y a effectivement un premier séminaire qui débute sur Paris au mois d'octobre. C'est celle d'avant. Voilà, donc c'est les 7, mercredi 7, jeudi 8 et 9 octobre 2020. C'est la première, le premier séminaire et le second, les mercredis 10, jeudi 11 et vendredi 12 mars 2021. On laisse volontairement du temps entre chaque séquence en présentiel parce qu'il y a quand même un petit peu de contenu à absorber. Vous êtes aussi professionnel, donc souvent très pris dans vos activités respectives. Donc c'est aussi très volontaire de notre part de laisser beaucoup de temps entre deux sessions. Je crois que j'avais une dernière question. Bon, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Non, j'ai bon, on a répondu à toutes les questions. Donc, bah, écoutez, je pense que, est-ce qu'il y a des choses à ajouter, Jean-Christophe Reda? Non, on a fait le tour, je pense. On a bien parcouru Ouais. le sujet sur un premier webinaire. Oui, je crois c'est pas mal pour une présentation. Ok. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci à tous de votre participation aujourd'hui, de votre attention et de votre écoute. Et puis, je vous propose de se retrouver, pourquoi pas, pour ceux qui le souhaitent, à Paris au mois d'octobre pour cette formation. Et entre les deux, si besoin, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques sur contact@umpi.fr et on vous y répondra. Voilà. Bonne journée à tous, bonne continuation. Au revoir. Merci, merci, au revoir.